Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir et je vous souhaite à nouveau une belle année et notamment une belle année d'action avec la fondation AG2R La Mondiale. Nous entamons notre premier numéro de la saison 2 de notre web série et je m'en réjouis et j'en remercie aussi à nouveau beaucoup l'équipe, toute l'équipe de la fondation qui s'en occupe. Nous abordons aujourd'hui un sujet essentiel, très sensible à l'époque où nous vivons, qui est celui évidemment de l'éducation. Comment préparer les enfants à affronter l'avenir qui change, qui transite, qui bouge. C'est une question qui a toujours été essentielle, mais évidemment qui est de plus en plus centrale, je dirais, compte tenu de tout ce qui se passe autour de nous. Alors je salue bien sûr Madame Gaëlle Hubert qui interviendra tout à l'heure pour donner son expertise. Je voudrais saluer en particulier Gilles Pétraud qui a une formidable expérience des sujets que nous allons aborder puisqu'il s'est occupé aussi bien de parcours des élèves que de l'enseignement du français que de l'école maternelle. Je vous recommande d'aller voir tout son parcours sur Internet. Je remercie donc notre inspecteur général honoraire, Gilles Pétraud, d'être avec nous aujourd'hui et d'être notre chef de file. Nous en sommes très heureux et je dirais même, s'il me le permet, très fiers. Alors, je crois que Delphine va ouvrir le bal et je salue évidemment les trois interventions des associations qui vont être présentées tout à l'heure, que nous connaissons en bonne partie, et qui sont accrochées au terrain et qui permettent, pour reprendre un petit peu les paroles de Delphine tout à l'heure, de progresser à l'intérieur d'un système qui fonctionne, mais qui a encore besoin d'évoluer et surtout aujourd'hui de s'adapter aux conditions nouvelles. Donc, nous allons débuter concrètement maintenant ce numéro 1 de la saison 2. Je passe la parole à Delphine. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on démarre. AG2R La Mondiale est un groupe engagé pour le développement durable depuis de nombreuses années en sa triple qualité d'investisseur, d'employeur et d'assureur. On est signataire des 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies. Depuis 2003, on a été pionnier en investissement socialement responsable. On reste très engagé pour élargir à l'ensemble de nos investissements et de notre gestion d'actifs les grands principes environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Nous avons structuré depuis quelque temps, inscrit ces objectifs et des préoccupations sociales et environnementales dans notre stratégie et depuis qu'ils existent, nous prenons appui sur les objectifs de développement durable pour accélérer notre démarche de responsabilité sociétale. Mais qu'est-ce que c'est les objectifs de développement durable? Comment faire pour que les collaborateurs, les partenaires, les administrateurs du groupe comprennent ce que sont ces objectifs? Eh bien, nous nous sommes appuyés, nous avons eu l'idée au sein de la Fondation de montrer très concrètement par l'actions que nous finançons sous l'angle de différentes thématiques ce que sont les objectifs de développement durable. C'est la vocation du petit journal illustré des ODD. Alors, les ODD, eh bien, en 2015, l'Organisation des Nations Unies a adopté un agenda de développement durable à l'horizon 2030. Et ce programme s'énonce en 17 objectifs de développement durable, lesquels sont même déclinés en 169 sous-objectifs qui s'adressent en priorité aux États membres signataires qui se sont engagés à les faire vivre. Mais la réalisation de ces 17 objectifs et 169 sous-objectifs, en vérité, repose sur l'ensemble des acteurs, États, société civile, et par société civile, on comprend les entreprises, les syndicats, les ONG, les citoyens eux-mêmes. Il y a un fil rouge à ces 17 objectifs, c'est pas de prospérité sans protection de la planète, et pas de protection de la planète sans veiller à réunir toutes les conditions d'une transition juste pour accompagner, eh bien, sécuriser les populations, ne laisser personne au bord de la route, sans quoi la transformation de nos modèles productifs n'aura pas lieu.
Et donc, il y a une idée qui sous-tend les 17 objectifs de développement durable, c'est la coopération, c'est l'idée que tous ces objectifs sont bien articulables entre eux, et quand vous en traitez un, ben, finalement, il entre en correspondance, en résonance avec les autres. Aujourd'hui, nous vous proposons de regarder de plus près l'objectif de développement durable numéro 4, qui est consacré à l'éducation. Il y a quelques jours, le 24 janvier, nous avons fêté la journée internationale de l'éducation, et donc cet objectif est de toute actualité. Il est énoncé, vous le voyez à l'écran, de la manière suivante: veiller à ce que tous et toutes puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Voilà, cet objectif est fondamental. Il s'adresse finalement aux enfants, aux adolescents, aux enseignants, à l'ensemble des communautés éducatives du monde entier. Et pour bien comprendre comment nous vivons en France cette question éducative, eh bien, Gilles Pétraud va maintenant vous donner un aperçu des grandes missions et peut-être un état très rapide de la situation et de la manière dont la Fondation traite le sujet. Gilles, je vous en prie. Merci Delphine. Alors après le panorama très international que Delphine vient de dresser, simplement rappeler que l'action de la Fondation s'inscrit pleinement dans ce qui fait les fondements de l'école française, de l'école républicaine française, hein, et notamment cette question de l'universalisme de l'école. Avec, on le voit, les principes qui sont affirmés depuis 1946, la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, la formation professionnelle et la culture, l'organisation de l'enseignement public gratuit, laïque à tous les degrés, c'est un devoir de l'État. C'est évidemment une tradition qui remonte au 19e siècle, qui a été réaffirmée récemment, mais on voit bien ce rôle central de l'État dans la construction de l'éducation et d'un bien commun universaliste qui est apporté, auquel la Fondation souhaite contribuer. Donc c'est de fait une responsabilité de l'État qui garantit les principes, gratuité, laïcité, neutralité, l'obligation scolaire, hein, qui est aussi quelque chose de tout à fait important. Mais on sait bien que cela ne se fait pas sans tout seul, c'est pas l'État de façon désincarnée qui va réaliser cela, mais les acteurs, au tout premier rang desquels, bien sûr, les enseignants, les parents, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté éducative depuis 1989, qui rassemble véritablement toutes les personnes toutes les parties prenantes du fonctionnement de l'école. Et puis les collectivités territoriales qui, de toute tradition, depuis le 19e siècle, jouent un rôle fondamental et dans la qualité de l'accueil, mais pas seulement, beaucoup sur des questions d'ordre d'accompagnement de la communauté scolaire. Alors, un des meilleurs systèmes éducatifs du monde, certainement, mais une ces grandes des nuances qu'il peut y avoir, c'est bien sûr que ça ne profite assez inégalement aux élèves, pas à tous les élèves. Donc, une dépense de Global Education qui est plus dépense intérieure de DIE de 160 milliards d'euros. Hein. Le premier budget de l'État pour le ministère de l'Éducation nationale, 57 milliards d'euros hors pension. 1,2 million de salariés, qu'il s'agisse voilà, d'enseignants, de personnel administratif ou d'accompagnants. Près de 13 millions d'élèves. Donc, avec à l'actif du système éducatif, la capacité à faire réussir quand même 83% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, objectif qui avait été fixé en 1989, qui paraissait extrêmement lointain. Hein. À l'époque, là, on était à 65% en 2010, à 20% en 1970. On voit le grand développement qui s'est produit et puis qui se poursuit d'ailleurs du côté de l'université. Au moment où les élèves s'inscrivent sur Parcoursup, on voit bien que le baccalauréat n'est plus un horizon en soi, mais pour beaucoup, mais qu'il se termine avec des licences ou des masters et que le niveau global de la population continue de s'accroître, ainsi que l'espérance de scolarisation, le temps d'espérance de scolarisation.
Donc, on peut dire que la massification, l'élévation globale du niveau de formation a vraiment été une bataille qui a été remportée par la nation depuis un demi-siècle. Mais les résultats sont aujourd'hui un petit peu en demi-teinte, puisqu'on voit qu'ils sont légèrement en retrait par rapport aux études internationales, hein, pays de l'OCDE, à l'école élémentaire, que ce soit en lecture ou en mathématiques, avec des écarts qui se creusent, alors qu'il y a une vingtaine d'années, on était à peu près, on était un petit peu au-dessus de ces moyennes-là. Voilà, et ces écarts de performance entre élèves se creusent. Et PISA, le 2018, qui l'a notamment montré, 107 points d'écart entre les élèves issus de milieux favorisés et ceux de milieux défavorisés. Sur 500 points, c'est énorme, ça fait 20% de résultats en moins, on voit bien. Donc avec 25-30% d'élèves en grande difficulté, et puis surtout des jeunes avec une relation avec le milieu social, puisque ce sont les jeunes des milieux populaires qui réussissent, qui sont le plus représentés dans ces catégories, qui réussissent le moins. Et puis, la moitié des jeunes qui, eux, réussissent bien, mais qui sont plutôt dans les classes moyennes favorisées. Voilà, donc pour vous dire, en définitive, qu'on a un système éducatif qui fonctionne globalement, mais qu'on a besoin de continuer de l'améliorer. Alors, l'action de la Fondation à ce niveau-là, c'est de prendre sa part pour contribuer à une réussite éducative et scolaire, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'ensemble, une vision d'ensemble, dès l'école primaire, parce que les difficultés d'apprentissage apparaissent très tôt. La Fondation donc contribue à réaliser des projets en répondant à plusieurs principes. D'abord, s'inscrire en complémentarité de l'action qui est conduite par l'éducation nationale et en particulier des enseignants. Il ne s'agit pas d'aller inventer autre chose ailleurs. D'encourager la coopération entre les parents et les enseignants dans l'intérêt de l'enfant. C'est bien la notion de communauté éducative qui nous intéresse là. C'est-à-dire comment on va mobiliser autour d'un lieu, autour de projets, tout un ensemble de personnes et pas simplement rester au vis-à-vis qui est entre enseignants et élèves. S'intéresser à la fois à l'enfant et puis à l'élève, c'est-à-dire sur le temps scolaire et le hors-temps scolaire. On sait que la vie n'est pas aussi segmentée que cela pour les enfants. Qu'il faut qu'on puisse agir sur l'ensemble des temps où il peut recevoir quelque chose qui ressemble à une éducation. Et puis, diffuser des outils et des méthodes qui facilitent l'intégration de l'enfant sur les compétences du socle commun. On est bien sur l'idée de contribuer à l'amélioration des résultats des élèves. Donc, pour la période 2021-2023, le choix qui a été fait, c'est de s'inscrire une certaine continuité, de prendre des projets sur plusieurs années, des projets qui soient portés par des associations en général, qui travaillent en coopération avec les écoles primaires de leur territoire d'intervention. Donc, où il y a des relations personnelles, fortes, fonctionnelles, qui permettent d'agir de façon cohérente par rapport aux enfants. Donc, ce qui guide le choix de la Fondation, c'est la qualité des initiatives, et puis les exigences que nous pouvons avoir sur la finalité, bien sûr, de l'organisation et sur la qualité de la mise en œuvre. Donc, avec tout un travail sur la question de l'évaluation ou de l'appréciation de l'effet de ces actions. Voilà, donc on remercie tout particulièrement les associations qui se sont mobilisées. Tout ça pour dire que maintenant nous cédons la place aux intervenants des associations qui ont présenté des projets et qui vont nous montrer comment elles interviennent dans leur environnement. Voilà, merci à tous. Merci Gilles. Alors voilà, s'intéresser à l'enfant et à l'élève sur le temps scolaire et en dehors du temps scolaire pour que cet enfant, cet élève puisse bien épanouir ses compétences et notamment ses compétences socles. Florian Rigaud, association Poursuivre. Florian, que fait Poursuivre et comment tentez-vous de répondre aux objectifs qui viennent d'être définis, rappelés par Gilles Pétraud? Florian. Oui, bonjour à tous, bonjour Delphine. En effet, on essaie de répondre à ces objectifs, à ces questionnements en venant en complément de l'éducation nationale. On se revendique comme étant une association d'éducation populaire qui est complémentaire de l'éducation nationale, qui ne prend pas la place de l'éducation nationale, mais qui
qui revendique d'être un lieu d'éducation en dehors de l'éducation nationale et de la famille. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Ambassadeur CM2 6e et il a comme finalité de prévenir le décrochage scolaire occasionné lors de la rupture entre l'école et le collège. Plus globalement, l'objectif de poursuivre, c'est de lutter contre le décrochage scolaire sous plusieurs formes, avec à la fois des actions collectives, comme celle que je vais vous présenter, mais aussi sur la rupture entre la grande section maternelle et le CP, ou encore du coaching de jeunes de 16 à 25 ans. On fait aussi des formations pour les animateurs, les éducateurs, autour de ces questions de décrochage scolaire, de gestion des conflits, de communication non-violence, par exemple. Et puis, des coachings plutôt individuels autour de l'orientation. On travaille sur cette question depuis bien longtemps maintenant, avec ce constat ce que disait Monsieur Petro, que le décrochage scolaire, en fait, il est multifactoriel avec des causes internes et externes au scolaire. Et puis un deuxième constat, c'est qu'on a effectué en partenariat aussi avec la Fondation, que les ruptures dans la scolarité génèrent en elles-mêmes du décrochage, et notamment sur ce passage entre le CM2 et la 6e. En ciblant plus particulièrement un type de décrocheur très particulier que sont les élèves discrets. Ils représentent quand même 40% des décrocheurs et ils sont peu autonomes, timides, ils ont une gestion des émotions un peu compliquée, une adaptabilité un peu moindre, et ce sont principalement des filles, et avec cette idée que il y a peu d'actions qui sont menées pour eux parce que par définition, ils ne dérangent pas ni le groupe ni les adultes. Donc, on a initié ce projet, Ambassadeur CM2 6e, dans la banlieue lyonnaise, il y a maintenant 8 ou 9 ans. Il a reçu des reconnaissances, à la fois la labellisation par la rectrice en 2017 et puis dans le rapport du CNESCO pour comment agir plus efficacement face au décrochage scolaire, où le projet a été cité à de nombreuses reprises. C'est une illustration de l'alliance éducative qui peut opérer sur le terrain concrètement entre les acteurs d'éducation populaire et de l'éducation nationale, puisqu'il concerne à la fois des animateurs périscolaires, des directeurs périscolaires, des enseignants de CM1, CM2, des enseignants de collège, des principaux de collège, des directeurs d'école, des IEN. Donc, toute une communauté éducative qui est concernée pour justement faciliter cette transition et particulièrement pour ces enfants. Le process qui a été déterminé au fur et à mesure des années, affiné, il est en 4 phases. Il est tout d'abord d'identifier ces profils particuliers, les enfants discrets. Pour ça, il y a un croisement des regards entre les acteurs du périscolaire et les acteurs du scolaire. Bien souvent, en fait, c'est à peu près 95% les mêmes enfants qui sont identifiés à ce moment-là, mais c'est encore une fois une façon de pouvoir croiser les regards et être plus efficace. Ensuite, ce petit groupe constitué a pour mission de recueillir toutes les interrogations de leurs camarades de CM2, même de CM1 parfois, pour vis-à-vis du monde qu'ils vont aborder l'année d'après, le collège. Ça ne vient pas se substituer aux actions qui sont déjà mises en place, comme les visites du collège, mais là, l'idée, c'est vraiment d'initier un rapport de pair à pair, d'élève à élève, d'enfant à enfant, et on voit bien que les questions qui émergent, ce sont souvent des questions qui ont plutôt à voir avec l'organisation de la journée, les transports, se faire des amis, des choses qui sont vraiment hors de la classe, puisque finalement le travail est plutôt très bien fait par les enseignants à ce niveau-là, et il y a très peu de questions qui ressortent de ces endroits-là. Ensuite, on va chercher nos réponses auprès donc d'enfants du collège,
Et puis, derrière, on essaye de construire un outil pédagogique. Alors, ça prend des formes diverses et variées. Ça peut être un recueil de questions-réponses, ça peut être un PowerPoint, ça peut être un escape game, ça peut être des vidéos, des choses complètement différentes et variées pour justement revenir voir ses camarades et expliquer les réponses qu'on a pu y trouver. Il y a des temps de valorisation qui sont initiés à la fois sur du temps scolaire, périscolaire, en direction des familles, à l'école, au collège. Donc c'est vraiment cette dimension qui est aussi importante, puisque quand on fait aussi baisser les appréhensions des familles, on voit que les enfants appréhendent ces adaptations, ces changements de manière beaucoup plus sereine. Et c'est les résultats qu'on observe sur le terrain tous les jours. Ce projet, il est plutôt lyonnais au départ. Il a été initié donc dans une commune qui s'appelle Givors. Il a été essaimé dans un cadre plus proche de ce qu'on peut retrouver sur tous les territoires sur la ville de Lyon. Et puis aujourd'hui, on va vers des territoires, en tout cas on essaye d'aller vers des territoires plus ruraux, où vous pouvez aisément le comprendre, cette problématique est exacerbée avec des enfants par exemple, de villages montagnards. Là, on va travailler au-dessus de Givors sur le territoire de l'Alpe du Grand Serre, qui ont une classe unique avec 30 élèves dans cette classe et qui se retrouvent sur leur collège de secteur avec plein d'enfants qu'ils ne connaissent pas, avec des trajets importants, avec un cadre où ils étaient habitués à un enseignant et ils passent à 10 enseignants dans leur classe, mais beaucoup plus que ça au niveau du collège. Donc on essaie d'aller à la fois sur des zones urbaines, mais également sur des zones rurales. Merci beaucoup Florian, c'est très 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 clair. Je vous propose d'enchaîner voilà, avec l'association les concerts de poche, Lucie Pacifique. Lucie s'intéresser à l'enfant et à l'élève, plutôt en dehors du temps scolaire ou finalement un peu des deux. Que sont les concerts de poche? Que faites-vous? Voilà. Et Donc, c'est un ensuite, vaste comment vous projet. associez les enseignants, les parents et les enfants à votre projet? Ok, ben merci, donc enchantée. Donc je suis Lucie Pacifique, je suis responsable du mécénat pour les concerts de poche. Donc je vais effectivement resituer les concerts de poche. On est une association qui est reconnue d'utilité publique et notre objectif, c'est de créer des liens entre les habitants, de donner de la confiance à travers des projets musicaux qui sont composés d'ateliers et de concerts avec les plus grands artistes concertistes de la musique classique, lyrique et jazz. On agit en priorité dans les campagnes et les quartiers. Et on a une singularité, c'est qu'on est vraiment itinérant. On a 5 équipes en région et on va vraiment dans les coins les plus reculés de France, là où l'offre culturelle n'est pas très existante, je ne sais pas comment le qualifier. Et on est dans une démarche de co-construction avec les territoires, avec les acteurs locaux. Et on fait participer, j'en reparlerai, à travers une pédagogie expérientielle. Ça veut dire qu'on a vraiment la volonté, à travers nos ateliers, de faire, c'est pas du tout descendant, et d'adapter nos contenus au public que l'on rencontre, donc en particulier les jeunes, je vous en reparlerai. Et cette notion d'excellence, d'exigence se comporte aussi à travers les artistes et la qualité des artistes. C'est vraiment de l'ordre de Nathalie Dessay qui va chanter dans une salle des fêtes ou dans un gymnase qui va recevoir un concert. Donc on a à la fois des ateliers qui permettent de travailler sur la création, ponctuelle ou dans la durée, qui aboutissent à une restitution en levée de rideau du concert. Et là, c'est la fierté justement des gens qui ont participé et qui vont chanter aux côtés des grands artistes devant tous les habitants, puisque les concerts, ils ont aussi cette volonté justement d'être tout public et de réunir à la fois les néophytes et les mélomanes. En quelques chiffres, les concerts de poche, c'est aujourd'hui 120 projets par an, avec 2000 ateliers, ça veut dire 120 concerts, 2000 ateliers, et on implique 45 000 personnes. Voilà, j'ai resitué dans les grandes lignes. Donc 60% des ateliers qu'on mène sont à destination des jeunes, et on a à peu près 15 000 élèves qu'on rencontre chaque année.
75% dans les écoles primaires. Et on a aussi l'agrément du ministère de l'Éducation nationale au titre d'association complémentaire de l'enseignement public. Donc ça raconte quand même quelque chose parce que cette histoire de complémentarité et de coopération dont parlait M. Pétro et l'association Poursuivre, elle est très prégnante aussi dans la façon de fonctionner des concerts de poche. Donc concrètement, pour les jeunes, on va venir à leur rencontre et co-construire effectivement les projets en lien avec les enseignants, je le redis, pour venir en complémentarité des projets pédagogiques. Donc avec cette pédagogie expérientielle, on les fait vraiment rentrer dans la musique par l'émotion, on les met en position de créateurs, de faire, de lever des barrières justement. Et impliquer les enseignants, c'est aussi les impliquer dans la conception, la coordination, l'évaluation, c'est aussi les faire participer aux ateliers et cette notion de les mettre sur un pied d'égalité, justement d'être ensemble dans la découverte et dans l'appréhension de ce projet musical que les enfants n'attendaient pas forcément, bien sûr, ça contribue à changer le regard sur le monde éducatif et à être, voilà, cette notion d'égalité, en tout cas, à ouvrir et à renforcer le lien, en fait, entre les enseignants et les enfants. On a également une action vers les parents. On essaie de renforcer dans leur rôle éducatif en les faisant participer aussi. Donc, on peut les faire participer en amont. Enfin, on va essayer de les mobiliser. Il peut y avoir des projets où ils sont là tout le temps parce que ça ne se passe pas forcément dans les milieux scolaires. Il peut y avoir aussi des moments où on essaie de les raccrocher j'allais dire enfin, au moment un peu avant le concert, quand les enfants ont travaillé longtemps sur les ateliers hebdomadaires, donc avant la restitution, pour qu'ils soient tous au même niveau d'écoute justement sur le concert et qu'ils puissent tous profiter de ce moment fédérateur, voilà, au même niveau, sans barrière. Et on constate aussi cette notion de pied d'égalité, j'insiste un peu, voilà, que tout le monde se retrouve au concert, et ça aussi c'est important, et ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure. Le moment du concert, ça dépasse la seule vie de l'élève. Ça veut dire qu'il y a la vie de l'élève et puis il y a la vie tout court. Et le fait d'avoir impliqué toutes les parties prenantes, les enseignants, les parents, de se retrouver ensuite avec toute la famille, les amis, les habitants, voilà, ça provoque bien sûr de la fierté et ça rend poreux tous ces systèmes et c'est très important pour nous et pour contribuer à l'épanouissement des enfants. Donc, concrètement, on mesure bien sûr l'impact de nos projets. On a des études d'impact régulières qui sont menées par des cabinets indépendants. On en a une qui est sortie l'année dernière sur l'impact territorial. On avait déjà en 2017 mené une étude qui nous a permis d'avoir des questionnaires qu'on remet à nos participants et aux encadrants. Et donc, on suit de très près justement la qualité des projets et ce qui en est attendu. Et on constate beaucoup de fierté des participants, bien sûr, d'avoir participé, d'avoir restitué devant ce public, justement, devant la communauté des gens qu'ils connaissent, devant ses parents, devant les familles, devant les enseignants, d'avoir fait ensemble. On a 92% des participants qui parlent de fierté, de confiance, bien sûr, et d'estime de soi, qui sont des impacts, tout ça, très complémentaires de la vie éducative, parce qu'un enfant qui a confiance en soi, voilà, c'est pas vous que j'ai besoin de la tester, mais voilà, un enfant qui a confiance en soi, qui est fier, qui reprend confiance aussi dans le goût du collectif, ça aussi c'est important et c'est vraiment une notion qu'on a à cœur en fait de partager, de donner le goût de faire des choses ensemble et de se dire on a fait quelque chose de grand parce qu'on l'a fait tous ensemble et venir chanter ou restituer, parce qu'on ne fait pas que du chant, justement, on adapte nos contenus, on peut avoir de la percussion corporelle, on va travailler sur de l'écriture, on va travailler sur de la conception d'instruments, on adapte vraiment nos contenus au public que l'on rencontre. Donc ça provoque de la confiance, du goût du collectif, du lien social et intergénérationnel. Ça aussi, c'est important dans la mixité, dans le fait de ne pas avoir peur de l'autre et de se dépasser. Et bien sûr, ça renforce des capacités d'écoute, de concentration, de rigueur. Là, on mesure à plus de 65% des capacités de concentration. Et 100% des encadrants, qu'on questionne aussi beaucoup, parce qu'on travaille vraiment en coopération avec eux, constatent effectivement que les bénéficiaires ont repris confiance. On contribue aussi à l'ouverture d'esprit, au fait d'ouvrir le champ des possibles. Donc, c'est important c'est vraiment toute une démarche en fait qui vient en complémentarité. Je redis ce mot parce qu'il est vraiment voilà, prégnant dans le projet des concerts de poche, d'être en complémentarité avec ce qui existe déjà, de donner confiance en ces enfants pour qu'ils croient en leur potentiel. Et on est persuadé qu'en ayant confiance en son potentiel, on impacte forcément toutes les facettes de la vie de l'enfant pour aujourd'hui et pour plus tard. Merci beaucoup, Lucie Pacifique.
Alors maintenant, on va passer à Céline Tcherkassky de l'association ICI que nous avons rencontrée il y a plusieurs années et que nous avons, qui est intervenue sur une grande expérimentation financée par la Fondation à l'île Saint-Denis. Céline, architecte, comment les architectes peuvent-ils s'impliquer à l'école auprès des enseignants et des enfants? Bonjour à tous. Alors pour, faire le tour, enfin la un premier contexte, l'association en effet ici, c'est une association d'architectes. On a pris, le parti nous de se dire que le cadre de vie était un cadre qui nous concernait tous, le bâti, que dans certains quartiers en rénovation urbaine ou dans des quartiers qui nécessitent des grandes transformations, on n'a pas forcément la mainmise sur ces transformations-là, et qu'il fallait qu'on fasse de l'architecture un sujet de rencontre plutôt qu'un sujet qui reste dans les musées ou dans les agences. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de permettre aux habitants, de pouvoir, transformer ce cadre-là, l'adapter et surtout de l'adapter collectivement. Et très vite, on s'est tourné vers, le milieu scolaire comme étant, un bâtiment dans lequel, se passaient beaucoup de choses, beaucoup de vie et dans lequel, la pédagogie devait être forcément liée au lieu, qui l'accueillait. Donc on a en effet travaillé pendant, 3 ans dans une école de l'île Saint-Denis, l'école Jean Lurçat, en immersion. Donc nous, on était 2 jours par semaine, on était presque des collègues, de l'équipe enseignante. Et donc on a construit petit à petit, quelque chose à partir des besoins des enseignants. C'est-à-dire qu'on est arrivé plutôt avec une page blanche en se disant, «Il va y avoir des transformations urbaines. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de ça? Comment vous voulez l'inscrire dans une forme de pédagogie?» Et à partir des programmes, on a essayé de constituer un projet, Rénove ton école, qui, s'articule, sur une année où on va rénover ensemble un espace de l'école et on va endosser différents rôles dans les classes qui vont pouvoir se passer des informations, qui vont endosser différentes, charges, différents travails pour pouvoir faire avancer une réalisation qui prend part à la fin de l'année. On a aussi construit ça à partir du contexte de l'école. Donc la première année, on s'attaque à la cour de récréation puisqu'elle est une grande nappe de bitume où il ne se passe pas grand-chose et puis parce qu'elle est le sujet de désir des enfants et qu'il fallait qu'on les attrape aussi par leur désir et pas peut-être commencer par la bibliothèque. Ce qu'on a fait la deuxième année plutôt parce que c'est un milieu ou une salle un peu plus intellectuelle et donc du coup, c'est en deuxième partie, une fois qu'on avait recréé cette confiance-là, qu'on pouvait y aller. Ce que décrivent les enseignants dans ce contexte qu'on met ensemble, qu'on met en place ensemble, c'est une dramaturgie aussi qui se met en place puisqu'on a, 4 rôles, qui sont créés, des enquêteurs, qui vont écrire un cahier des charges, qui vont aller poser des questions à l'ensemble de l'école, des géomètres qui vont aller faire les maquettes, prendre les mesures dans la cour, dans les différents espaces de l'école, des architectes qui vont reprendre le cahier des charges des enquêteurs et concevoir un projet, faire des propositions et le montrer à un jury et des constructeurs qui vont être là, les CM2, pour encadrer, la partie technique et puis ensuite le chantier qu'on va, tous ensemble, réaliser. Et donc cette dramaturgie-là, c'est ce qui participe aussi au récit et qui emmène les enfants, dans ce projet-là. Heu, ce que ça permet, donc nous, le retour qu'on a des enseignants, c'est que d'un côté, on permet avec ce statut de l'architecte de le désacraliser, donc de se dire, et c'est valable pour tous les autres métiers qu'on voit comme quelque chose d'inaccessible dans certaines de ces écoles-là, pour certains de ces élèves, de se dire: «Bah, vous voyez, finalement, l'architecture, on peut le faire tous ensemble». Et puis surtout, on amène des outils qui ne sont pas à disposition des enseignants, une quantité de matériel à pouvoir manipuler, d'outils physiques, hein, qui peuvent être des scies, des perceuses, mais aussi des maquettes, qui sont des choses qui sont compliquées à mettre en place, pour des enseignants dans une classe. Les savoirs fondamentaux qui sont travaillés un petit peu dans ces expériences-là, ce qui est intéressant dans ce sujet de l'architecture ou du construire, c'est l'imaginaire de la cabane aussi qu'on a, enfantine, c'est qu'on arrive à traiter des sujets qui vont du littéraire, de l'imaginaire, à la technologie, aux sciences appliquées, aux mathématiques et à la géométrie. Et je pense que c'est aussi pour ça que les enseignants, les animateurs et les parents sont assez réceptifs parce que chacun y trouve finalement un intérêt. Les littéraires, qui détestent les maths, ils trouvent, leur intérêt de pouvoir écrire, imaginer sur, ce sujet-là, commun. Et les plus, mathématiciens, vont, plutôt se plonger dans comment, on réalise ça, comment on calcule, la structure qu'on a envie de faire ensemble. Ça se concrétise, par exemple, les enquêteurs, ils mettent, aussi en place une enquête publique, où on sort des statistiques à partir de ça, et donc c'est aussi un enseignement, à la citoyenneté. Les architectes, bien sûr, s débattent, sont plutôt dans des savoirs de créativité aussi et de connaissance du réel.
Donc vraiment dans cette pédagogie aussi par projet, cette pédagogie du réel. Et puis le chantier, bien sûr, qui est un sujet qui pose question à part entière, c'est se mettre en action, c'est sortir de l'univers de la classe, qui est parfois l'univers de l'immobilité et qui ne correspond pas à tous les élèves. C'est aussi un univers qui est plus rassurant, bien sûr, pour les adultes, mais quand on est d'un coup plus d'intervenants et qu'on emmène sur un autre terrain, on peut sortir du aussi sûr que possible pour aller vers le aussi sûr que nécessaire. Donc on fait attention tous ensemble, mais oui, on va aller vers une prise de risque. Et cette forme d'être plus mobile, d'être plus en mouvement ou de proposer des situations de classe différentes, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que ça permet plus d'inclusivité, puisque chacun peut trouver une place différente qu'il ne trouve pas forcément en classe, assis à une table. Et cette prise de risque, pour nous, elle nous a montré qu'elle permettait de prévenir des conduites à risque, qu'on décrit souvent dans ces banlieues où les enfants ont des attitudes de conduite à risque, souvent qui commencent en CM1, CM2, parce qu'en fait, ce risque, il n'a pas été mesuré. On l'a laissé à la porte de l'école. Et finalement, quand on l'intègre, quand on le maîtrise, on va dans cette zone de risque, on l'explore et on ne va pas dans la zone de danger. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir comme effet. Ensuite, ce que ça permet aussi, c'est de pouvoir ouvrir tout ce projet-là à une communauté éducative dont on parlait évidemment tout à l'heure. Le projet, il fait l'objet d'une exposition à un moment où on a toutes les propositions en maquette des élèves. On convoque un jury extérieur qui vient avec le directeur bien sûr de l'école, mais des techniciens de la collectivité, des architectes invités, les services par exemple de la médiathèque quand on a travaillé sur la bibliothèque, qui viennent regarder le projet des enfants, le commenter, leur donner des conseils. Le chantier bien sûr est le moment aussi plus collectif qu'on ouvre à partir de 16h30 à l'ensemble du quartier pour venir aider à la construction collective et aussi les mercredis et les samedis. Et puis l'inauguration, bien sûr, qui est le moment par excellence où on vient fêter ce qu'on a réussi à construire tous ensemble. Ce qu'on a essayé de faire aussi dans cette école, c'est petit à petit, je le disais tout à l'heure, de faire évoluer les sujets selon l'endroit où on se mettait. Donc d'abord la cour de récréation qui est un sujet de désir, la bibliothèque, puis le potager. Et puis on a continué à travailler avec ces enseignants qui ont pris de l'autonomie aussi, et les animateurs aussi sont venus les accompagner là-dessus. Et donc ils ont continué une 4e et une 5e année. La 4e année, ils sont sortis de l'école, donc ils viennent investir l'entrée de l'école pour en faire un espace de partage et d'accueil des parents. Et puis la 5e année, ils investissent un terrain adjacent de l'école pour en faire un terrain d'aventure. Donc on voit que l'école devient un moteur pour aussi transformer des espaces extérieurs et qu'elle crée ces fameux ponts et cette porosité qu'on cherche tant d'ouverture à la société. Ce que nous aussi, ça nous montre, c'est que finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas toujours de dédier un temps aux enfants, où on va être à huis clos avec eux, mais plutôt de repenser toute la ville et tout le système d'acteurs qui tournent autour de l'école à hauteur d'enfant. Ce qui est totalement différent. C'est de rendre accessible tout ce qu'on fait, toute cette vie, toute cette société aux enfants. Et c'est ce que disait Donata quand on s'est vu la dernière fois, c'est finalement on prend les enfants au sérieux. C'est un peu ça. Ce que nous, on a vu en revanche aussi, c'est que ça a déstabilisé énormément ce système d'acteurs, le système de l'éducation nationale, de l'inspection, qui d'un coup voit des enseignants, des animateurs qui ont pris le pouvoir grâce à ce projet-là et qui donc sont en mesure d'être autonomes, de faire des propositions et de transformer très concrètement, très matériellement leur environnement. Et c'est quelque chose qui n'a pas été facile, c'est-à-dire que ça rebat les cartes des rôles des acteurs et des pouvoirs des uns et des autres. Et ça a été un peu un combat perpétuel aussi avec la collectivité. Ce qui a été très beau en revanche, c'est qu'on a monté une exposition autour de ce projet-là et de plein d'autres projets qui existent sur cette transformation du bâti avec les enfants, en faisant pédagogie avec le bâti. Une exposition qui s'appelle Travaux d'école, qui a été accueillie au ministère de l'Éducation nationale il y a 2 mois, et où le ministre l'a visité et a rencontré le directeur de l'école, Jean Lursa. Et ce moment-là était un peu l'apogée de ce projet-là, puisque on a un directeur qui n'a pas toujours été en accord avec sa hiérarchie, qui d'un coup est validé par le ministre, et donc où là on a une ouverture, une brèche qui est enfin validée, qui est conçue comme non plus marginale, mais comme une expérimentation valable et très positive pour ce qui peut se passer dans le futur de l'école.
Merci beaucoup, Céline. Est-ce que Gilles, vous souhaitez réagir? Je crois que ces 3 témoignages sont intéressants parce qu'ils voient comment, chacun à leur façon, ils s'inscrivent dans un tissu, déjà existant et comment ils le transforment, hein. Donc ça, je crois que c'est important et que, bien évidemment, les rôles de chacun sont amenés à être, ensuite, repensés d'une certaine façon, réexaminés, parce que, les initiatives des acteurs, bien, ont des effets, sur leur façon d'exercer leur métier, sur leur façon d'exercer leurs responsabilités par rapport aux enfants. Donc je crois que c'est tout à fait important de montrer aussi que ces projets s'inscrivent dans une continuité, dans une réalité et contribuent à la transformer. Donc merci à tous pour, et c'est la capacité, on va dire, des différentes associations à mobiliser les acteurs, qui va rendre ces transformations possibles et chercher à parvenir à une meilleure, qualité, de meilleure prise en compte, une meilleure qualité du travail qui est effectué, dans et autour des écoles. Je propose à Gaël, si vous le voulez bien, de nous faire part de sa vision, de quelques idées peut-être pour progresser ou pour bien comprendre tout ce qui est en train de se jouer. Gaël? Merci Delphine, bonjour à tous. Alors un panorama de projets différents ici, extrêmement créatifs, viennent de nous être présentés. Et aussi diverses soient ces initiatives, elles présentent en fait plusieurs caractéristiques communes qui sont essentielles à mettre en évidence dans une optique de diversification, voire même, je dirais, d'amélioration des modes d'apprentissage dans le cadre scolaire notamment. Alors tout d'abord, ça a été largement évoqué, hein, ce sont des projets qui font le pari de faire dialoguer des acteurs qui ne sont pas habitués à travailler ensemble parce qu'ils relèvent de secteurs différents ou de sphères de vie différentes. On l'a vu en éducation nationale et éducation populaire, sphère scolaire et sphère extrascolaire, mais aussi la ville, des associations tierces ou encore évidemment les familles. On parle ici d'alliances éducatives, hein, des alliances éducatives qui se jouent autour de la personne des enfants afin de créer un univers de sens. Et donc ces acteurs scolaires, familles, parents, acteurs extrascolaires, sont autant d'acteurs qui font sens dans l'univers d'un enfant. C'est à ces acteurs-là que l'enfant est confronté dans son développement personnel et social au fil des jours. Et or, justement, pour favoriser au maximum le développement des enfants, et notamment donc l'accrochage scolaire, il convient justement de travailler cet univers de sens autour d'eux. En travaillant aussi, on l'a vu, dans une logique de territoire. Donc impliquer la ville, impliquer des associations locales, est très important. Et c'est ce que les projets proposent. C'est bien cela que la Fondation AG2R La Mondiale favorise à travers son soutien. Elle propose des projets qui sont partenariaux, des projets qui sont contextualisés et qui sont complémentaires aussi à l'action publique classique de l'éducation nationale. Des alliances donc qui ne sont pas dépourvues de difficultés et d'embûches, mais qui à terme en tout cas sont vraiment bénéfiques pour l'ensemble des parties. Alors, travailler sur les intersections entre l'école, l'extrascolaire et la famille permet de mettre en projet les acteurs autour d'un objectif commun. Et donc, je l'ai dit, d'ainsi donner du sens et de la cohérence à l'échelle de l'enfant. Et un point commun entre la majorité des projets mis en œuvre par l'école, et j'en viens ici à la deuxième caractéristique des projets, c'est qu'ils empruntent des éléments d'apprentissage au courant des pédagogies nouvelles. Les pédagogies nouvelles par lesquelles justement l'enfant est placé au centre de l'apprentissage. Alors il y a deux caractéristiques de ces pédagogies nouvelles qui nous intéressent ici. Tout d'abord, elle lie l'enseignement de matières classiques comme les mathématiques, le français. Donc elle lie ces enseignements à d'autres champs éducatifs, artistiques, manuels, physiques, sociaux. Tel est bien le cas, on l'a vu, des différents projets, puisqu'aux apprentissages classiques se mêlent des activités, des enseignements dans les domaines de l'architecture, par exemple, du chant, etc. Ensuite, ces pédagogies nouvelles, elles favorisent aussi l'usage de méthodes qu'on qualifie d'actives. Les pédagogies actives par lesquelles l'expérience est placée au cœur des apprentissages. Les enfants apprennent en expérimentant. Et parmi ces méthodes actives, on trouve la pédagogie par projet. Il s'agit d'une pédagogie active qui permet de générer des apprentissages donc à travers la réalisation d'une production très concrète. Par exemple, une réalisation architecturale, on l'a vu, des gradins, une bibliothèque. Par exemple, en mettant sur pied un concert,
par exemple en mettant sur pied une présentation du fonctionnement d'un collège. Et donc l'enseignement ici part bien de l'expérience qui est placée au cœur des apprentissages. Alors quels sont les apports de cette pédagogie par projet justement? Alors ils sont de divers ordres. Tout d'abord, cette pédagogie permet des innovations dans les pratiques enseignantes. C'est vraiment intéressant, ce sont des choses qui sont constatées à travers les partenariats qui sont faits, parce que justement, elles mettent en contact des enseignants avec d'autres professionnels. Et donc, elles mettent en contact les enseignants avec de nouvelles méthodes. Pédagogie par projet donne aussi du sens aux apprentissages, parce que ce qui est appris en classe est relié aux expériences vécues en dehors de la classe. Et le projet est mobilisateur pour les enfants, les enjeux importent pour les élèves. Et donc, on retrouve un impact dans la même veine sur leur motivation à apprendre, parce que l'activité a du sens pour les élèves, parce qu'elle est liée à un projet concret. Les projets suscitent leur enthousiasme aussi. Alors la pédagogie par projet, elle travaille le lien entre l'élève et la matière, c'est ce qu'on nomme la relation d'apprentissage. L'idée ici n'est pas seulement d'apprendre des choses aux élèves, mais c'est aussi et surtout de les aider à apprendre. L'élève apprend en découvrant progressivement par lui-même, par sa propre expérience, mais de manière active. Et donc, c'est important de comprendre ici que le processus lui-même de l'apprentissage prime par rapport à l'objectif du résultat en tant que tel. Cet accent sur le processus est vraiment essentiel. Et on remarque aussi que les projets permettent à des enfants de se révéler dans certains domaines peu explorés par l'école. Un talent de chanteur, un talent de constructeur dans la construction, un talent d'architecte, ou alors un talent d'orateur lors d'exposés devant la classe ou de partage entre pairs, etc. Les exemples sont innombrables. Alors de tels projets, une telle pédagogie par projet, en tout cas, elle permet aussi de travailler différentes compétences. Et j'en viens ici à la troisième et dernière caractéristique de ces projets, c'est qu'ils sollicitent de multiples compétences différentes. Alors il y a des compétences proprement scolaires, parmi lesquelles la production orale et la production écrite, qu'on retrouve dans presque tous les projets. Il y a des compétences en mathématiques, en géométrie, en informatique, en sciences, etc. Des compétences aussi en termes d'expression corporelle, des compétences comportementales, comme éveiller à la concentration, la coopération entre pairs, mais aussi des compétences transversales telles que l'autonomie, la problématisation, la création. Et puis les projets impactent en termes d'ouverture aussi, ouverture culturelle, ouverture artistique, ouverture urbanistique, ouverture environnementale, etc. Et puis, ils permettent aussi de travailler sur les émotions, sur le développement personnel. Et donc, on voit en synthèse qu'il y a un équilibre entre différentes formes d'apprentissage. Des apprentissages, on l'a dit, proprement scolaires, mais des apprentissages aussi plus expérimentaux, basés sur la réalisation de projets, et des apprentissages qui sont liés au développement de compétences sociales, de compétences de vie et d'autres compétences non académiques. Autrement dit, on travaille bien sur des acquis pédagogiques, mais on travaille aussi, on tente à favoriser l'éducation émotionnelle des enfants. Et c'est dans l'éducation émotionnelle qu'on retrouve le sens qu'on donne aux apprentissages. Autrement dit, soigner l'éducation émotionnelle favorise directement la réussite scolaire. C'est tout à fait complémentaire au travail sur les acquis pédagogiques proprement dit. On peut faire référence ici à la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, pour ceux qui connaissent. Il a mis en évidence différents types d'intelligence auprès des enfants. Et donc ici, on remarque à travers ces projets qu'on retrouve différentes formes d'intelligence dans les projets qui sont mis en œuvre. Dans un contexte où à l'école, ce sont essentiellement les intelligences linguistiques, donc liées au français, et logico-mathématiques qui sont privilégiées. Et les projets ici, ils mettent l'accent aussi sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence aussi interpersonnelle, c'est-à-dire sociale, l'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique, c'est-à-dire sportive, mouvoir son corps, etc. Et donc, en guise de synthèse, on retrouve, je l'ai dit, dans ces différents projets, 3 points essentiels. Des alliances éducatives, qui sont porteuses de méthodes d'apprentissage différentes et complémentaires aux apprentissages plus scolaires via les pédagogies actives, et notamment la pédagogie par projet, et qui couplent aussi plusieurs types de compétences. Je l'ai dit, le langage oral, l'écrit, l'expression corporelle, les arts,
mais aussi, très important, hein, vraiment la confiance en soi, on l'a dit notamment avec le projet sur les architectes, la concentration, l'écoute, la coopération à travers le chant, à travers le travail entre pairs, l'entraide. Il faut vraiment, je pense, et ce sont des enseignements qui sont révélés par le suivi de ces différents projets soutenus par la Fondation AG2R La Mondiale, il faut pouvoir se saisir de tels projets pour penser l'évolution des pratiques pédagogiques à l'école. Et cela passe par l'expérimentation dans un temps 1, puis dans un temps 2, cela passe par du soutien institutionnel qui est indispensable pour pérenniser les initiatives. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup à vous tous. Merci Gaëlle, merci Gilles, merci à tous les intervenants. Bonne fin de semaine à tous et tout bon week-end. Et nous vous donnons rendez-vous vendredi 25 mars prochain pour une deuxième émission qui sera sans doute consacrée aux risques de santé qui pèsent sur les adolescents.